Bienvenue, mesdames et messieurs, à la page d'histoire. Dimanche 16 février 1992, les chrétiens sont morts lors d'une marche pacifique. Ils sont tombés sous les balles des soldats de l'ancien régime de feu, le maréchal Mobutu. Ils réclamaient simplement la réouverture des travaux de la conférence nationale souveraine, fermée avec force par l'ancien Premier ministre Jean Ngunza Karlibonde. Nous allons échanger avec un témoin oculaire de cette première marche des chrétiens qui s'était soldée à un bain de sang. L'historien Isidore Ndewe, notre invité, fut également membre participant de la conférence nationale souveraine. N'est-ce pas, professeur? Tout à fait. Tout à fait. Comment s'étaient déroulés les travaux de la conférence nationale souveraine? Bon, je pense qu'il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine a été un grand forum qui s'est tenu, disons, 1991-1992 et qui avait pour objectif de réorganiser la société. Et comme on disait à l'époque, la conférence nationale était une conférence nationale souveraine aux décisions exécutoires et opposables à tout et à tous, du moins en principe. Mais le fait même de la conférence nationale souveraine n'était pas une innovation congolaise. Nous sommes vers la fin des années 80, le début des années 90. En Afrique, il y a la vague de démocratisation dans tous les pays. Et l'initiative avait commencé au Bénin, qui a été le premier pays à organiser une conférence nationale souveraine présidée par un évêque. Et cette innovation a été suivie par le Congo-Brazzaville, où il y a eu également une conférence nationale souveraine. Alors, au Congo, la stratégie de Mobutu a toujours été d'amorcer des changements sur mesure pour éviter qu'il y ait des changements trop radicaux. Et l'autre stratégie utilisée, c'est toujours évidemment de noyauter les nouvelles structures pour que ça ne puisse pas démarrer. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut situer le fameux discours dont on a parlé du 24 avril 1990, où il annonce d'avance qu'il nomme, voilà, on change de nom, voilà, l'authenticité telle qu'il avait programmée n'existe plus. Il y a maintenant des ministres, maintenant on peut reprendre les prénoms, on peut reprendre les cravates, etc. L'instauration du multipartisme. Multipartisme, absolument. Voilà. Et alors, il faut dire déjà, à l'époque, la première réaction nous est venue de Bruxelles. Je me rappelle de la réaction de François Lumumba, mais aussi de Marcel Liaou, qui allait dans le sens de dire « Mobutu dit « je décide », nous disons « vous ne décidez pas seul ». Et donc, nous avons absolument besoin d'une conférence pour mettre les choses au point. La première démarche de Mobutu avec le Premier ministre Lunda Bululu a été d'expliquer que nous n'avons pas besoin d'une conférence puisque nous avons déjà les changements auxquels les autres conférences nationales ont abouti. Nous les avons déjà. Ce n'est pas nécessaire. La deuxième démarche a été, puisqu'il y avait insistance de tout le monde, c'est de dire on va faire une conférence constitutionnelle. Et il y avait du monde, des juristes, pour nous expliquer à l'opinion publique que la conférence constitutionnelle, c'est la conférence nationale. Okay. Mais là aussi, les gens ont rejeté. Et puis finalement, il a décidé qu'on va faire une conférence nationale. Mais on a dit non, une conférence nationale souveraine. Alors là, c'est là où il y a eu le problème. La conférence souveraine
il n'en a jamais voulu. Donc c'est le mot qui avait compliqué. C'est le mot qui avait souveraine, compliqué. là, qui avait compliqué. Il a accepté que la conférence nationale puisse se dire souveraine, mais dans la réalité, on va appliquer deux stratégies pour montrer l'inutilité de la conférence nationale. La première, c'est d'en confier la direction à quelqu'un vraiment qui ne pouvait pas diriger une conférence nationale. C'était qui? Alors, on a été chercher un ancien politicien des années 60, Isaac Kalonji, qui à l'époque s'appelait Kalonji Wa Pasteur Kabongo, dans l'authenticité. Oui. Alors, vous sentez déjà, il a choisi de préférence un protestant pour essayer, évidemment, la logique est là aussi, essayer d'opposer les églises qui sont toujours en train de demander beaucoup de choses. Donc, cette stratégie n'a pas bien pris, au point que Kalonji a été obligé à un moment donné de démissionner parce que ça ne marchait pas. Ça, c'était le bureau provisoire. Le bureau provisoire. Okay. Il nous fallait encore un autre bureau provisoire. Okay. Et ce deuxième bureau provisoire, on l'a confié, cette fois-ci, on n'avait pas le choix, à Monseigneur Monsengo en tant que président de la CENCO à l'époque. Le sigle n'était pas encore CENCO, mais de la conférence du Zaïre. Deuxième stratégie qu'il a utilisée, c'est ce qu'on a appelé à l'époque le multimoboutisme. C'est-à-dire que, puisqu'il fallait qu'il y ait des associations, des partis politiques qui s'inscrivent pour participer à la conférence nationale souveraine, eh bien, il va multiplier des partis politiques et des associations à sa solde. Okay. Et on va confier ce rôle à un de ses conseillers d'origine kassaïenne. La nuance a un sens précis, en lui demandant en quelque sorte de multiplier surtout des associations d'origine kassaïenne. Dans la logique, vous l'avez très bien compris, de contrer l'UDPS. Voilà. Parce que l'UDPS était géré aussi par un kassaïen. Était donc, c'est l'opposition pure et dure qui siégeait. Donc il fallait d'autres kassaïens pour pouvoir contrecarrer. Oui, pouvoir contrer l'action. L'action. Alors, je ne reviens plus à la valse des premiers ministres qui changent. De Lunda Bulolo, on est à Mulumbalu Koji, puis après on change et nous arrivons maintenant à Ngouz à Karibon. Et Ngouz Karibon a le rôle, lui, carrément d'arrêter les travaux de la conférence nationale, suivant un prétexte bien choisi, c'est qu'il y avait trop de Kassaïens dans cette conférence nationale. Surreprésentation des Kassaïens. Voilà, il y a une surreprésentation des Kassaïens, alors qu'on avait fait exprès qu'il en soit ainsi. Et on a revendiqué cette surreprésentation des Kassaïens sur base de ce qu'on a appelé la dynamique de la conférence nationale. C'est-à-dire que des gens qui avaient été recrutés en principe pour défendre le régime de Mobutu, une fois dans la conférence nationale, en fait, ont adopté le langage de l'opposition. Donc, on a dit, non, il y a trop de Kassaïens, ça n'a pas de sens, on doit arrêter la conférence nationale. Et c'est aussi réel qu'il y avait trop de Kassaïens? Oui, mais ils n'y étaient pas au titre de Kassaïens, ils étaient là pour les associations, voilà, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, le président de la conférence, le président provisoire, Monseigneur Monsengo, a fait un discours retentissant sur la géopolitique. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique au Congo?
Donc, il n'y a pas que le lien communautaire, il y a bien d'autres liens. Au demeurant, les plus grands conflits se recrutent souvent au sein de la même famille, entre deux frères, entre deux sœurs. Donc, il ne suffit pas d'avoir la même, appartenir à, je dirais, à un patrimoine de consanguinité qui soit commun pour qu'on s'entende. Des fois, ça donne lieu à des conflits énormes. Donc, il a expliqué, non, on a procédé pendant des mois à la validation des mandats. Ce critère n'a jamais été évoqué. Maintenant que c'est fait, la conférence va commencer. On va mettre en place le bureau définitif. Il n'est pas question de revenir sur ce changement. C'est alors que le Premier ministre, comme vous l'avez dit, a procédé à la fermeture de la conférence nationale avec force, comme il le disait. Mais il avait aussi évoqué le problème des frais exorbitants. Oui, il disait que ça coûte trop cher, cette conférence. Nous ne savons pas où ça nous mène. De toute façon, nous avons déjà nos conclusions. Moi-même, je suis de l'opposition, je suis Premier ministre. Il n'y a plus aucun problème. Alors, il a commencé même déjà à faire rapatrier certaines délégations, notamment la délégation du Katanga. Donc cela aussi avait coûté cher à l'État congolais. Ben, ça avait coûté cher à l'État, ça a coûté cher, mais c'était le prix à payer pour que nous ayons un changement dans le calme, dans la quiétude. Parce qu'il faut dire que de 90 à 97, nous allons vivre une longue période, je dirais, de remue-ménage, d'interrègne, et donc du désordre d'une certaine façon. Il fallait mettre un terme à ça. Donc c'est dans ce contexte que, après que l'opposition ait essayé à plusieurs reprises d'obtenir le retour à la conférence nationale souveraine sans succès, qu'on a inventé, des gens ont inventé cette autre façon de réagir. Et je sais, pour avoir discuté avec celui qui a eu cette idée, Pierre Lumbi. Pierre Lumbi a été formé en France. Il était très proche des groupes de gauche en France et notamment fort inspiré de Lech Walesa en Pologne, qui a créé le mouvement Solidarność. Et quand il est rentré au Congo, il a créé dans le Kivu, dans l'axe Bukavu-Uvira, l'association qu'il appelait Solidarité paysanne. Donc, il s'est occupé des paysans, etc., dans la conscientisation, de leur conscientisation. Et lorsqu'on arrive à cette difficulté, il est de la société civile de Bukavu, de Kivu, du sud Kivu. Il va dire, on va imaginer une manifestation de ce genre-là. Et comme la structure la mieux organisée dans la ville, c'est l'Église catholique, eh bien, pourquoi ne pas envisager une marche à partir du culte catholique un dimanche? Nous ne disons pas la marche des catholiques, même pas la marche des chrétiens, comme vous l'avez dit au début. Nous disions la marche des hommes de foi et de bonne volonté. C'est ça la formule, la marche des hommes de foi et de bonne volonté. Donc disons que c'était Pierre Lumbi l'initiateur de cette marche. Il était l'initiateur, c'était lui l'initiateur. Parce que c'était d'ailleurs la question que j'allais vous poser, d'où était venue l'idée d'organiser cette marche? C'est lui l'initiateur, je dirais le stratège. Mais immédiatement, il s'est fait accompagner de François Kandolo. François Kandolo, il est déjà mort, c'est un homme formidable. Même Pierre Lumbi aussi est déjà mort. Oui, tous les deux. François Kandolo, c'est l'étudiant, c'est un ancien de l'université Lovanium de Kinshasa, qui avait organisé la grande marche
du 4 juin 1969, qui est donc la première manifestation importante qui a secoué le régime Mobutu. Ça, c'était la marche des étudiants? C'est la marche des étudiants, où il y avait eu aussi des morts. En 1969. 69. Et d'ailleurs, c'est 2 ans après, en 1971, lorsque les étudiants ont voulu commémorer cette manifestation, qu'on a fermé l'université. Tous les étudiants ont été envoyés à l'armée et on a créé l'Université nationale du Congo, qui, quelque temps après, est devenue l'Université nationale du Zaïre. Et pourquoi Mais ça, c'est une parenthèse. Non, une parenthèse, bien sûr. Mais pourquoi les étudiants avaient organisé une marche? Mobutu a pris le pouvoir le 24 novembre 1965. Les étudiants ont applaudi. Ils ont même fait un discours fameux soutenant le régime militaire. Et puis ils se sont rendus compte par après que finalement on allait vers la dictature. Voilà. Parce qu'il y a eu la suppression des syndicats, il fallait qu'il n'y ait qu'un seul syndicat, la suppression de tous les mouvements de jeunesse pour qu'il y ait un seul mouvement de jeunesse. Un seul mouvement aussi. La JMPR, la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, les étudiants disaient la JMPR signifie « je meurs pour rien ». Un seul parti politique. Voilà, un seul parti politique. Donc voilà, nous sommes en 69. Okay. Il y a déjà eu toutes sortes de choses. Il y a eu les pendaisons dont on a parlé. Donc voilà, il y a eu une succession de choses. Alors, si vous voulez, on revient à cette initiative. Revenons à notre sujet. Ah, oui, bon. Alors, en revenant à notre sujet, donc, ils ont créé un comité laïque au sens congolais du terme, c'est-à-dire ce n'est pas le clergé, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des hommes et des femmes qui vivent avec femmes et enfants, etc. C'est dans ce sens-là. Ils sont simplement des croyants. Des croyants. Voilà. Ce n'est pas le sens français du terme qui dirait des incroyants. Non, au contraire, c'est un regroupement des croyants. Coordination, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait des cellules dans chaque paroisse. Et ce groupe n'était que la coordination. Ils ont eu tout de suite cherché à avoir une connexion avec l'association des abbés de Kinshasa et notamment avec un abbé, José Mpundu, qui assez rapidement a fait partie du comité. C'était un peu, si vous voulez, l'aumônier du groupe, avec un autre abbé, ils sont tous là, l'abbé Lao, Bonaventure Lao, qui sont entrés dans le groupe. Ils sont vivants. Qui sont vivants. Alors, cette expérience a eu lieu, donc, le dimanche 16 février, effectivement, de manière inattendue, après la première messe de dimanche. Tout le monde est sorti en cortège pour faire la marche et pour revendiquer et réclamer l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Et suite à ça, de manière inattendue, il y a eu des morts. Plusieurs morts, plusieurs blessés. Plusieurs. Comme d'habitude, la statistique est variable, mais il faut estimer qu'il y en a eu au moins une trentaine, spécialement, n'est-ce pas, à partir de la place Matongé, là où il y a eu la paroisse centrale, où il y a eu la marche. Au fait, professeur, comment est-ce que cette nouvelle avait atteint d'autres églises, d'autres confessions religieuses? Parce qu'il n'y avait pas seulement des catholiques, il y avait aussi des protestants, des orthodoxes. En fait, presque tous les chrétiens avaient participé à cette marche. En fait, c'est une marche de tout le monde. Oui. Mais il y avait aussi des gens qui ne sont associés à aucune église précise, mais qui croyaient à la réouverture de la conférence nationale souveraine qui ont marché. Mais toutes les confessions religieuses, parce que c'est une initiative
qui est parti de la conférence nationale. La plupart des membres de ce comité étaient membres de la conférence nationale, n'est-ce pas? Et puis, comme je vous ai dit, notre radio-trottoir fonctionne très bien. On a donné des informations au niveau des églises, des paroisses, ici et là, en disant, voilà ce qu'on va faire à telle date, tel jour. Et ça marchait de manière inespérée, au point que toute la ville pratiquement a été bloquée. Et ce n'est pas seulement des laïcs qui ont marché, mais aussi des consacrés, certains en soutane, d'autres avec des éléments du culte en main. Oui, il y avait un mot d'ordre, il faut avoir oui. le chapelet, une bougie. Voilà. Comme ça a toujours été. Comme ça a été. Donc c'est une marche pacifique. Même à la paroisse Saint-Joseph, donc à Matongé, on a tiré même dans l'église. Mais c'était une marche pacifique. Est-ce que les organisateurs avaient adressé une lettre à l'autorité urbaine de l'époque pour autoriser cette marche? Mais bien sûr, on l'a fait. Nous sommes dans une période, j'allais presque dire, de l'interrègne. Mobutu est à Guadeloupe, il s'est enfermé là-bas, il ne bouge plus. Il y a ici le Premier ministre Ngouz qui est fortement contesté. Il y a Ngbanda qui est ministre de la Défense nationale. Il y a Mandungo Boulaniati qui est ministre de l'Intérieur. Il y a Kibabou Madiatanzao qui est commissaire urbain. Voilà, donc commissaire urbain, gouverneur de la ville de Kinshasa. Voilà. Maintenant, on dit gouverneur de la ville. Mais tout ce beau monde qui a le vrai pouvoir, qui dit quoi, voilà, c'est tout ça. Je me rappelle bien que plus tard, Ngwanda s'est défendu en disant que non, il était ministre de la Défense. C'était une décision relevant du ministre de l'Intérieur qui était Mandungu Boulaniati, etc. On peut chercher midi à 14h pour savoir qui est le coupable. Ce n'est pas l'objet de notre propos. Mais notre propos est de vous dire, voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'est le dimanche 16 février 1992. Et suite à cet exercice... Ça a été seulement organisé ici à Kinshasa ou bien ça avait aussi atteint d'autres provinces? Ça a atteint certaines villes. Par exemple, à Kikwit, on a marché, je crois, à Matadi. À certaines villes, il y a eu le même mouvement. Mais il y avait aussi la même répression? La même répression. Mais la suite est que le dimanche suivant, n'est-ce pas, 23 février, on a dit, puisqu'il ne décide toujours pas de la réouverture, on recommence. On recommence. Alors, cette fois-ci, j'allais presque dire, ils nous ont eus. Parce que, pourquoi ne pas le révéler? J'ai marché, j'ai fait la marche. Vous aussi, vous avez marché? J'ai fait la marche le 16 février, ici, à la partie de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Notre-Dame-de-Grâce, c'est ici, à la paroisse à l'UPN. Okay. Et nous devrions aller jusqu'à Saint-Sacrement, donc paroisse Saint-Sacrement. Nous avons marché tranquillement et arrivé sur place, c'est Marcel Liao qui a pris la parole, qui nous a harangués, etc. Et au moment où on nous a harangués, évidemment, les forces de l'ordre sont venues. Voilà, ça c'est votre témoignage. Les forces de l'ordre sont venues. Pour nous disperser, il a fallu fuir dans la bousculade. J'ai perdu mes lunettes. Enfin bon, bref. Pourquoi on devait tirer sur des manifestants qui n'étaient même pas armés? Bon. Mais je dois dire que là où j'ai marché, par chance, il n'y a pas eu de morts. Il n'y a eu que des blessés. Voilà. Mais donc, pour continuer, donc le 23 février, lorsque nous avons été à la messe, à la sortie, nous étions décidés à refaire l'exercice précédent. Eh bien, les forces de l'ordre étaient
à l'entrée de l'église et prenait des personnes individuellement. On vous prenait, on vous amenait à une certaine distance, partez. Alors on venait prendre le suivant. Donc de sorte qu'il n'y ait pas de regroupement. Une troisième marche a été programmée le dimanche suivant, le 1er mars. Mais je crois que le président Mobutu a senti qu'il était temps d'intervenir. C'est alors qu'il a pris la décision d'annoncer que les travaux de la conférence nationale allaient recommencer. Il a décidé que, voilà, il a pris une décision contraire au Premier ministre. Le Premier ministre a donc obéi, et c'est ainsi donc, je crois, le 6 avril, enfin, on a commencé à passer maintenant aux choses sérieuses en mettant en place le bureau définitif de la conférence nationale et les travaux ont pu commencer. Et j'aime bien ici rappeler une chose parce que les Congolais ont l'habitude de discréditer la conférence nationale sans savoir ce que c'était. En disant entre autres que ça a duré des mois, on ne faisait rien, etc. Non, la conférence nationale a duré 6 mois. C'est-à-dire que ça a commencé au mois d'avril et cela s'est arrêté au mois de décembre. En fait, quel a été le bilan officiel des morts de la marche du 16 février 1992? Bilan officiel, ça a été, je crois, une dizaine de morts. Hein? Alors que, si je m'en tiens aux travaux du père Philippe de Dorlodo, qui a publié un ouvrage là-dessus, il donne les noms des mourants, il arrive à une trentaine. Mais en réalité, il y a eu plus, puisqu'il y a eu de ces morts, de ces corps qui étaient directement enlevés par l'armée. Donc on tire et puis ils ramassent les corps. Ils ramassent et puis et on ne sait pas de qui il s'agit. Au point qu'ils ne peuvent pas dire qu'il y a eu un mort dans la famille. On fait le deuil en catimini. Donc les soldats étaient en train de tirer à bout portant et puis il y avait un groupe de gens qui ramassaient, ramassaient les cadavres. Les cadavres, quand quelqu'un est tombé, bon, on prend, on le met dans le camion. À ce moment-là, on ne sait pas. Mais il y a eu des morts identifiés, par exemple ceux à Saint-Joseph, parce que les gens ont pu attraper les corps et les ont ramenés dans l'église. Okay. Pour que ça ne soit pas... Maintenant, les morts identifiés, ont-ils été remis à leur famille pour organiser le funérail ou bien c'était l'État congolais qui avait pris en charge toutes ces funérailles? Cela s'est fait de manière dispersée, c'est-à-dire que les familles ont récupéré des morts et ont assuré les funérailles. À ce moment-là, on ne pouvait pas compter sur l'État, puisque l'État était contre ce qui s'était passé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, qui était l'État? Est-ce que c'est la conférence nationale? Est-ce que c'est le gouvernement contesté? Donc nous étions dans une période en pleine anomie, comme diraient les sociologues. C'était le gouvernement contesté qui était le responsable. Vous savez, ce sont des choses récurrentes dans notre histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la conférence nationale, et même dans la suite, nous avons fait le plaidoyer de faire du 16 février, n'est-ce pas, une journée fêtée comme étant la journée de commémoration des martyrs de la démocratie. Okay. Martyrs de la démocratie. Pas seulement ceux qui sont morts le 16 février, mais tous ceux qui meurent au nom de la démocratie et au nom des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme. Vous savez, c'est très important dans notre pays d'expliquer qu'il existe une distinction nette entre le suicide et le martyre.
celui qui se suicide, c'est celui qui en a marre de la vie et qui se donne la mort pour qu'il disparaisse. Le martyr, au contraire, c'est quelqu'un qui aime la vie. Il aime la vie. Mais il trouve que la vie est tellement importante qu'il est prêt à mettre en cause la sienne pour que les autres vivent mieux. Un sacrifice. Donc, il fait un sacrifice. Il ne choisit pas la mort, mais il prend le risque que ça peut m'arriver. Mais ce faisant, oui, j'accepte d'avance. Si ça ne m'arrive pas, Dieu merci, mais ça peut m'arriver. Mais j'espère qu'en le faisant, les autres vivront mieux ailleurs. Et donc, ça vaut la peine qu'il y ait dans notre calendrier des fêtes nationales. Il n'y a pas tellement, il n'y en a que 10. Je crois, j'ai fait le compte, on a à peu près 10. Dans d'autres pays, on va jusqu'à 12. Le 16 février pourrait être un jour de commémoration des martyrs de la démocratie. Parce que lors de la conférence nationale souveraine, vous avez arrêté un bon nombre de jours fériés. Oui. Pourquoi ça n'avait pas marché pour le 16 février? Mobutu aussi avait contrecarré l'action. Non, parce que... Non, ce n'est pas Mobutu. Ce n'est pas Mobutu. Parce que d'abord, la conférence nationale elle-même avait une opposition interne qui était donc le groupe de ceux qui se revendiquaient du moboutisme. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose importante, c'est que Laurent-Désiré Kabila n'a pas voulu des conclusions de la conférence nationale souveraine. Mais je dois dire que M. Laurent-Désiré Kabila a nommé le professeur Bemba, gouverneur de Théophile Bemba, qui a fait appel aux historiens pour les noms du pays. Enlever les noms qui rappelaient le MPR. Ok. Donc c'est ainsi donc que cette commission, que j'ai d'ailleurs présidée, m'a permis de revenir sur certaines conclusions de la conférence nationale souveraine. Par exemple, le stade des martyrs de la Pentecôte, c'est une décision de la conférence nationale souveraine, alors que ça s'appelait stade Camagnola. Oui, à l'époque, Camagnola, voilà. Sous Mobutu. Sous Mobutu. Et c'est parce qu'il y a eu là les martyrs de la Pentecôte, 1966. Les Kimba, Évariste Kimba, oui, on en a déjà les parlé. Bamba, tout ça. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup que ce n'est pas le stade des martyrs, mais c'est le stade des martyrs de la Pentecôte. Ok, le stade des martyrs de la Pentecôte. C'est l'appellation officielle. Y avait-il un rapprochement entre les chrétiens et la conférence nationale souveraine? Parce que ce sont les chrétiens qui ont pris cette idée-là. C'est comme d'ailleurs lorsque réapparaît le comité laïque de coordination quelques années après, en 2017. Donc, le comité laïque de coordination se veut un organe autonome. Bon. Mais bien sûr, qui reste très lié aux églises. Donc, à la Synco, n'est-ce pas, à l'église protestante. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait là une connexion, d'autant plus que les églises officielles sont celles-là qui tiennent souvent le discours à contre-courant et qui sont malheureusement interprétés comme des discours de l'opposition, mais ça n'a rien à voir avec l'opposition, qui est un discours pour dire rectifions les choses. Nous voulons absolument que notre pays reste dans la ligne droite. Mais comme vous le constatez, à chaque stade, avec le respect des autorités établies. Professeur Ndayouel, peut-on parler de la réussite ou bien de l'échec de la marche des chrétiens qui s'était soldée un bain de sang? Certainement pas l'échec.
une contribution majeure à la réussite, puisque c'est à la suite des morts que le président Mobutu a été sensible à cette revendication pour dire que les travaux de la conférence nationale peuvent continuer. Donc il s'était lavé de Oui. toutes fausses accusations. Ou des fausses accusations. D'ailleurs, je ne veux pas dire des secrets, mais je crois savoir que pour ne pas laisser une image fausse du Premier ministre Nguza Kalibond, avant de mourir, je le tiens, des personnes sûres, il a présenté ses excuses. Ses excuses, et il a regretté ce qui s'est passé. Il a regretté. Et donc, je peux le dire, je le tiens du cardinal Monsengo. Donc, il lui a parlé, donc ils ont eu le contact, il a regretté son comportement à une époque donnée. Voilà. Et c'est même malheureux parce que nous avons souvent ce genre de situation où des gens sont au pouvoir et nous ne les reconnaissons plus. Et quand ils ne sont plus au pouvoir, ils redeviennent lucides et disent oui, c'est vrai, ils comprennent. Mais maintenant, pas. ils sont en train de comprendre. De comprendre, et comprendre le tout, comprendre voilà la pourquoi, politique. Pourquoi nous avons commis de tels excès, pourquoi nous n'avons pas compris à l'époque. Le courage nous a manqué. Et voilà, ils regrettent. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent dans notre histoire. Comme nous parlons un peu du prélat Monsengo, pourquoi avoir opéré un choix seulement sur lui pour qu'il puisse présider les travaux de la conférence nationale souveraine? Bon, c'est comme on dit, il a été au bon moment. Il était tout simplement le président de la conférence épiscopale. C'est tout. Il n'était pas mieux qu'un autre évêque, non. C'était lui le président de la conférence épiscopale. Donc on a dit, prenons le président de la conférence épiscopale. Point. Il y a eu une revendication. Comme je vous ai dit, le principe même de la conférence nationale souveraine s'était déjà tenu dans d'autres pays. Et chaque fois, les gens avaient choisi des prélats pour présider. Okay. Donc, lorsque la conférence nationale souveraine a commencé chez nous, on nous appelait des conférenciers. Oui. Je reprends le terme. Les conférenciers avaient en tête d'avoir un prélat. Ça, c'était l'objectif. Okay. Bon. Tout le monde a pris en charge Monseigneur Monsengo pour qu'il soit le président. Et je me rappelle bien, il a dit cette phrase que les gens connaissent bien, « Ne passons pas d'illégalité en illégalité ». Il a fallu qu'il y ait, n'est-ce pas, une réunion d'élection du bureau provisoire pour qu'il soit élu effectivement comme président du bureau provisoire. Et il a à nouveau été élu comme président du bureau définitif. Après la reprise des travaux de la conférence nationale souveraine, est-ce que les participants qui avaient déjà regagné leur province étaient revenus aussi à Kinshasa pour continuer? C'est une très bonne question. Certains sont revenus, mais d'autres, c'était difficile. C'était difficile parce qu'à partir du moment où il y avait le bureau définitif de la conférence nationale, qu'il y avait les participants, que le quorum était atteint, les travaux continuaient. Je dois dire d'ailleurs que pendant la conférence nationale, il y a eu beaucoup de morts. Pendant les travaux, c'était dû à quoi? C'était beaucoup de choses à dire, des stress, probablement aussi des coups bas. On se rappellera toujours de la mort de Godefroy Monongo, voilà. qui a été quelque chose d'étonnant.
Godefroy Monongo, l'ancien ministre de de l'Intérieur de l'État sécessionniste, mais aussi du gouvernement central, avait dit, oui, vous parlez tout le temps de la mort de Lumumba, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça va avoir lieu demain, lors de la séance. Bon, et puis, le lendemain, il s'est assis à son siège, crise cardiaque, on l'a évacué, il est mort entre le palais du peuple et malheureusement pour lui. Et la clinique Ngaliema. Donc il n'avait même pas pu révéler cette histoire-là de l'assassinat de Lumumba. Il n'a pas pu parler. Il n'a pas parlé. Il y a eu à la conférence nationale 23 commissions. Il y a la commission constitutionnelle, la commission politique et tout ça, l'éducation, la monnaie, mais il y a eu ce qu'on a appelé les commissions sensibles. Il y en avait deux. La commission des assassinats et la commission des biens mal acquis. Ces deux commissions avaient-elles fonctionné? Les commissions ont fonctionné. Les rapports n'ont jamais pu être présentés. On a clôturé les travaux de la conférence nationale sans examiner les rapports de ces deux commissions parce que c'était trop sensible. Vous imaginez revenir sur les nombreux assassinats qu'il y a eu avec des témoins oculaires, des gens qui étaient là, mais aussi des bourreaux qui étaient présents. C'était extrêmement difficile. Bon, les biens mal acquis. Écoutez, lorsque nous sommes devenus indépendants, par exemple à Gombe, presque toutes les villas étaient les villas de l'État. Voilà. Et pour le moment, pratiquement plus aucune n'est villa de l'État. Il y a eu spoliation aussi immobilière. Alors, oui, les gens se sont donnés plus de gens, se sont accaparés, etc. Revenir sur tel dossier, c'était vraiment... je parle de Kinshasa, mais je parle aussi des villes de l'arrière-pays, des sociétés commerciales. Revenir sur le dossier de la zaïrianisation, etc., c'était ouvrir une boîte de Pandore. Il faudra bien qu'un jour, d'ailleurs, qu'on l'ouvre. Parce que si on veut la transparence dans le pays, voilà des choses extrêmement sensibles. Vous savez, les assassinats, ce n'est pas que les assassinats des Congolais. Déjà, nous ne savons pas très bien comment est mort, par exemple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Pour Lumumba, on commence à le savoir. Pour lui, on est toujours... Il y a des gens qui relatent déjà. Oui, mais ce n'est pas encore ça tout à fait. Mais le secrétaire général des Nations Unies, Daga Machold, qui meurt en septembre 1961 à Ndola, à cause du Congo, c'est en Zambie. C'est en Zambie. Donc il devait atterrir en Zambie afin de rencontrer Moïse Tshombe, discuter avec lui. Donc son pays récemment est revenu sur le dossier en estimant que ce n'était pas un accident, c'était un attentat. Et donc nous sommes là en présence des grands dossiers internationaux. Parce que, comme j'aime le rappeler, s'occuper du Congo, c'est savoir que le Congo, c'est une page singulière de l'histoire mondiale. Donc ce qui se passe ici, il n'y a pas que la lecture locale des choses. Qu'est-ce qui faisait peur à Mobutu pour suspendre les travaux de la conférence nationale souveraine? La logique de Mobutu était qu'il aurait voulu, après la suspension de la Constitution, le 24 avril 1990, qu'on aille aux élections, où il était sûr qu'il allait être réélu. La démarche longue
de la conférence nationale était une démarche où il était de plus en plus marginalisé. Parce que les travaux de la conférence nationale ont fait presque l'autopsie de ce qu'a été son régime, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan des assassinats, sur le plan de désastres économiques, sur le plan... Il s'avérait de plus en plus que vraiment c'était difficile d'imaginer qu'il puisse continuer. Mais je soupçonne aussi qu'il y avait une autre raison, c'est qu'il se savait malade. Et pendant longtemps, il n'a pas voulu se faire soigner de son cancer de la prostate. Ce qui fait qu'au moment où il va être opéré en Suisse, ce sera au stade final de ce cancer et qu'il n'y avait plus moyen. Mais je pense que dans son fort intérieur, c'était ce souci d'être réélu. Si je me rappelle son interview quelque part dans Jeune Afrique, il disait « Je ne veux pas laisser mon pays dans cet état ». Donc, c'est le souci d'imaginer qu'il pourra toujours arranger le pays pour que ça soit autrement. Mais sans être conscient qu'une des raisons pour lesquelles le pays était dans cet état, c'était lui-même. Donc ça, il n'avait pas suffisamment cette conscience. Il pensait que il était l'homme qui devait vraiment, avant de mourir, laisser son pays dans un état meilleur que la grande crise économique dans laquelle on était, la grande crise sociale, etc. Professeur Ndayouel, quel a été l'objectif principal de la conférence nationale souveraine? A-t-il été atteint ou pas? La conférence nationale souveraine avait pour objectif de faire une relecture d'abord de notre cheminement depuis 1960. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est de réfléchir sur l'organisation future. La relecture de notre cheminement a occupé la première partie de la conférence nationale sous forme de ce qu'on a appelé les discours, les bilans qui ont été faits. Donc un certain nombre de personnalités dans chaque domaine ont eu à parler, à présenter ce qu'il y a. Moi-même, au nom de l'association, de la Société des historiens zaïrois congolais, j'ai eu à parler. Donc il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été faites. La deuxième partie, réfléchir sur l'avenir, c'était donc le fait de s'éparpiller dans ce que je vous ai dit, 23 commissions. Les décisions même de la conférence nationale n'ont pu être sauvegardées. J'ai expliqué ça dans d'autres contextes. D'abord parce que les archives ont été perdues. Et puis il fallait cacher ces archives, on n'en voulait pas. J'ai eu à cacher le projet constitutionnel de la Troisième République tel qu'évoqué par la Conférence nationale souveraine, mais il y a un de mes collaborateurs a été arrêté pendant des mois. Et moi-même j'ai été verbalisé, comme on dit, pour l'avoir fait. Pourquoi est-ce que j'ai gardé ce tract qui m'a demandé de pouvoir conserver ce tract qui était le projet constitutionnel de la transition de la Troisième République. Donc, ce n'est pas tout à fait un travail à refaire parce que je tiens à vous dire que dans la masse de notre population, il y a beaucoup de gens qui ont été à la conférence nationale et qui sont porteurs d'une expertise extrêmement importante. Il y a eu vraiment des Congos. Oui, en plus de tous ceux plus récents qui nous sont venus de la diaspora. Donc, les expertises sont en place au Congo. Il ne nous reste plus qu'à nous organiser pour réellement développer notre pays et faire en sorte que le pays puisse sortir de la situation
de léthargie dans laquelle elle se trouve. Le 16 février 1992, les évêques avaient déconseillé de ne pas faire la marche. Donc il ne faut pas imaginer que c'est toujours à cause des évêques. Donc les pères de l'Église étaient contre. Non, ils ont dit non, non, ne le faites pas, c'est pas bon. Il y a eu juste Monseigneur Chibango, qui était évêque auxiliaire de Kinshasa, et l'aumônier de l'apostolat de laïcs, qui a dit non, ils ont le droit de prendre une décision, de faire ce qu'ils veulent. Mais la Synco de l'époque, en tant que telle, n'était pas d'accord qu'on le fasse. Et je peux aussi attester que pour la marche qui a eu lieu le 31 décembre 2017, les autorités de la Synco ont déconseillé. On dit non, 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 ne le faites pas, vous savez, c'est trop dangereux, etc., etc. Bon, on a dit non, ce n'est pas vous. Malgré cela, il y avait toujours donc, vous voyez, donc les gens ont une idée fausse de la collaboration qu'il y a, en disant très clairement que ce n'est pas un secret, que lorsqu'il y a une telle décision, tous les évêques n'ont pas le même avis. Tous les prêtres n'ont pas le même avis. Bien sûr, mais les gens pensent plus à la collaboration, opposition et Église. Ah oui, opposition et Église, oui. Il se trouve généralement qu'ils arrivent à tenir un langage similaire pour des objectifs différents. Pourquoi n'avait-on pas utilisé la stratégie de la ville morte? Souvent, quand on utilisait avec des tracts ville morte, ça marchait aussi, non? Oui, mais c'est une question très, très intéressante. Mais c'est ce qu'on fait. Parce qu'avant d'arriver à la marche, on fait toutes sortes de choses. Par exemple, en 2017, avec le comité des abbés de la ville de Kinshasa, on avait pris la décision tous les midis de sonner la cloche des églises pour rappeler que nous sommes dans une situation qui risque de nous amener à des difficultés. Mais les abbés ont eu des problèmes. Le curé doyen des abbés a été verbalisé, amené au tribunal et tout ça, au nom de quoi on décidait de tout cela. Il est depuis lors évêque dans le Sankourou. Mais c'était un problème. Bon. On a décidé aussi qu'il y a une prière spéciale pour les élections. Tout ça c'était des démarches qui n'ont pas abouti, des journées mortes qui n'ont pas abouti. Mais les marches du CLC ont l'avantage d'être toujours des marches pacifiques. Et on peut penser que finalement, l'opposition a appris quelque chose de ces marches pacifiques parce que chaque fois qu'elle fait une activité, elle dit « nous faisons une marche pacifique ». Donc, c'est pour un peu se baser là-dessus. Mais d'ailleurs, c'est une opposition aussi non armée. Oui, non armée, mais très souvent, il y a des violences qui ne relèvent pas des armes. Et on fait en sorte, et c'est souvent d'ailleurs, s'agissant des marches du CLC, nous l'avons vu, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le mouvement, qui entrent là-dedans pour pouvoir créer le désordre. Créer du désordre, insulter les militaires, etc., afin de les exciter pour qu'il y ait des violences. C'est souvent ça des gens qui n'ont rien à voir. Mais quand le CLC fait sa marche, tout est prévu. Il y a la Croix-Rouge est prévenue, l'encadrement de chaque paroisse. Non, même si ce n'est pas autorisé, mais la Croix-Rouge est prévenue. Est prévenue parce qu'il y a des blessés, il peut y avoir des blessés. Il y a des gens qui ne supportent pas lorsque il y a des gaz lacrymogènes. Il y a les yeux, etc. Il faut penser à tout. Il y a des gens qui tombent qui perdent connaissance, qui tombent sur les pommes parce que simplement
il fait chaud et tout ça, il faut donner un peu d'eau. Il faut que il y a des gens, il y a l'encadrement pour s'occuper de ça. Donc on ne laisse pas les gens faire du n'importe quoi en disant on vous envoie à la mort, non. Comment avait-on dénommé la marche des chrétiens du 16 février 1992? Bien, on a désigné ça sur le concept de l'espoir, la marche de l'espoir. Et je dois dire d'ailleurs, chaque année, le 16 février, il y a le comité du 16 février qui organise une cérémonie de commémoration de cet événement. Mais c'est quelque chose qui se fait en catimini. Donc c'est important de savoir que cette mémoire n'est pas tout à fait perdue. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il serait bon que nous ayons dans notre calendrier un jour de célébration et d'hommage rendu aux martyrs de la démocratie. Ils sont très nombreux jusqu'à ce jour. Je pense notamment à Chebeya, qui est un nom qui est en train de disparaître, alors que ce sont des gens qui sont morts pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Il faut donc qu'on puisse célébrer ces gens-là aussi. Merci, professeur, pour votre disponibilité. Merci en tout cas, Je vous en prof. prie, je suis disponible, effectivement. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retenez que le 16 février 1992, les chrétiens de toutes les confessions religieuses ont marché pour réclamer la réouverture des travaux de la conférence nationale souveraine. Mais cela s'était soldé à un bain de sang. Ils se sont sacrifiés pour un changement pour ces pays. Merci encore de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement pour une nouvelle page d'histoire.